Ce que tu disais, c'est exactement moi, ce que j'ai vécu. Hein. Moi, j'ai vécu un plan en rue il y a très très longtemps. C'est vrai que quand on est dans un quartier, on se sent un petit peu isolé, on comprend pas ce qui se passe. On comprend pas ce qui se passe et on pense qu'on est les seuls à vivre ce projet. Et surtout la manière dont l'ANRU nous présente les choses, c'est que ça va être mieux plus tard. Le problème, c'est que le plus tard, on le découvre au fur et à mesure de l'avancement des projets. Et ça commence par quoi? C'est que dès qu'on commence à dire, il y a un projet en rue, c'est qu'on arrête déjà tous les entretiens des bâtiments. Et donc, au fur et à mesure, vous qui habitez le bâtiment, quand on vient vous voir au bout de 3, parce que c'est des projets qui durent 15, 20 ans, hein, quand on vient vous voir au bout de 5 ans, 6 ans, on vous dit, voilà, on va vous proposer de déménager, oui, vous regardez votre bâtiment, vous voyez qu'il est en train de complètement dégradé, vous vous dites, oui, j'ai envie de partir. Donc déjà, on prépare le terrain. Et ensuite, il y a cette éviction, c'est-à-dire que petit à petit, on vient vous voir individuellement. Jamais on va vous présenter le projet collectivement. Jamais on va vous laisser la possibilité, tous les habitants du quartier, à vous réunir, à vous concerter, c'est-à-dire à vous donner les possibilités de vous organiser. Alors dit comme ça, on peut dire ils vont qu'à s'organiser tout seuls. Non, il y a des moyens. On donne la possibilité de faire ce qu'on appelle des conseils citoyens, mais on sait qu'ils sont dévoyés, ils sont noyautés par ceux qui veulent de toute façon arriver à leur objectif. Mais il y a beaucoup de moyens dans les projets en rue, et ces moyens, ils sont souvent donnés à des cabinets de conseil qui sont là et qui sont missionnés, qui sont pour vous faire partir. Et moi, après, j'ai fait partie je me suis intéressé un petit peu au sujet et je faisais partie d'un collectif un petit peu national, donc je connaissais, j'avais des copains, des copines, des amis, voilà, qui s'étaient mobilisés sur ces mêmes projets à Toulouse, à Nîmes, beaucoup à Nîmes, à Marseille, à Paris, voilà. Et je me suis rendu compte, on s'est rendu compte, en fait, que l'ANRU, en fait, c'est un truc, c'est une agence que l'État a mis en place, mais qui a des objectifs privés. Et que ce que j'ai vécu à Vaux-en-Velin, ça a été un des premiers projets où on a effacé, où on a rasé des logements sociaux, mais en quantité phénoménale. Que c'était le cas dans plusieurs villes en France. On a à Nîmes, dans certains quartiers, on s'est mobilisé. C'était très compliqué, c'est très difficile. Je pense que vous êtes en train de le vivre. Et quand j'ai décidé de me lancer en politique, ça a été un de mes sujets. J'ai commencé en 2020 lors des municipales de Vaux-en-Velin. C'est un sujet qu'on avait mis sur la table. On avait été ignoré, bien sûr. Et on a continué à le porter politiquement. En fait, je me rends compte que quand les habitants... Ça suffit pas. Malheureusement, bien sûr qu'il faut de la mobilisation des habitants. Mais la mobilisation des habitants, elle peine. Pourquoi? C'est parce que eux-mêmes, les habitants, ne savent même pas ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont même pas conscientisés. On leur explique pas. Ils savent pas. Par contre, si on dit à tout le monde, voilà ce qui va arriver à l'échéance de 10 ans, on va démolir, on va vous proposer de partir loin, et on donne même pas d'alternative, malheureusement, l'issue, on la connaît, c'est la démolition. Donc, dès que j'ai été élu, je me suis engagé, moi, dès le premier jour, ma première petite vidéo, commençait, j'ai dit, moi, un de mes projets, mon objectif, c'est d'essayer de démolir, de détruire l'ANRU. On va reprendre les termes. Hein, ils veulent faire de la démolition, de la destruction, nous, on va essayer on va les démolir aussi. Et donc, l'objectif de cette proposition de loi qui a été signée par l'ensemble des parlementaires de mon groupe et qui est soutenue par notre président Jean-Luc Mélenchon, qui considère que c'est que c'est un non-sens, en fait, ce qui est en train de se passer, surtout dans le contexte actuel, où on a 3 millions de demandes de logement. Et quand on dit 3 millions de logements, ça ne veut pas dire 3 millions de personnes. C'est qu'il y a un ménage, en moyenne, c'est entre 2 et 2,5. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 4 millions de mal logés. Voilà. Donc, il a tous les chiffres ici. Et que on peut pas se permettre aujourd'hui de démolir. On peut pas se permettre de démolir. Maintenant, comment on fait?
justement comment on fait pour alors ce que disait hier le porte-parole du DAL, j'ai bien dit, le président, voilà, dit qu'il fallait mobiliser. Oui, il faut mobiliser, mais il y a tout un travail d'information où il faut conscientiser un petit peu, il faut expliquer aux habitants que si ils se manifestent, s'ils font bloc contre un projet, eh ben ils peuvent le faire tomber. Ils sont même pas au courant. Ils sont pas au courant. Donc c'est que du bouche à oreille comme ça, mais c'est vague. On n'est pas au courant. Nous, on n'est pas venus nous voir. Ils sont pas venus vous voir. Ouais, bah c'est de toute façon, ils fonctionnent comme ça. On n'est que dans la peur, parce qu'on a envie de rester chez nous. On est bien dans notre quartier, on a tout à côté. On a nos habitudes. Leclerc. On a nos habitudes. Les transports. Il y a des transports. J'ai vu les écoles en plein milieu du quartier. L'MJC qui a même fermé. Bon. Ouais. Il y a l'école. On a un beau petit parc à côté. Est-ce que, par exemple, Milou, tu peux précisément dire ce qui se passe sur le quartier et ce qui s'était passé avec l'enquête numérique en février l'année dernière, on s'était mobilisés puisqu'il y avait une enquête numérique où toutes les informations étaient données aux habitants, mais personne ne savait qu'il y avait une enquête numérique. Parce que c'était non, c'était affiché, mais c'était affiché en tout petit, sur les panneaux, là où il y avait déjà eu des démolitions. Et en fait, on a fait une campagne avec Stop Démolition et avec les locataires pour que en fait, les gens s'expriment dans l'enquête numérique. Et ça a été le début un peu de la conscience, parce que tout le monde a dit non, pas de démolition en fait. On a fait non, mais en même temps, on avait fait aussi des réunions avec Stop Démolition. Et tu penses. Ils ne vont pas entretenir les bâtiments. Et donc, même ceux qui ne veulent pas partir, eh ben, ils vont quand même partir puisqu'on va les pousser à partir. Et donc, on leur a proposé l'enquête numérique où ils ont pu demander ce qu'ils voulaient, leurs suggestions. Et je ne sais pas si... c'est surtout qu'ils ont beaucoup... Enfin, il y a eu 40 personnes qui se sont exprimées. Et dans l'enquête donc pour le préfet, qui demande l'avis des habitants de cette manière-là, c'est-à-dire c'est très très loin des pratiques de réunion où les gens peuvent s'exprimer, échanger. C'est une enquête numérique, il faut déjà avoir un ordinateur, il faut déjà savoir quand est-ce qu'elle est, il faut savoir se connecter, chercher sur la plateforme où on va pouvoir dire qu'on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec les démolitions. Et donc, les réunions qu'on avait fait avant l'enquête numérique a fait que les gens se sont mobilisés. Parce qu'ils ont pris conscience, mais c'était encore pas assez. Et là, la réunion qu'on fait, c'est vrai aujourd'hui, c'est vraiment pour se dire, si on est déjà une quinzaine prêts là à discuter, à bien comprendre en fait les enjeux, ça peut grossir en fait. Et moi, c'est ce que je le redis encore. Mais dans le cadre de la campagne des municipales, poser la question du logement social et de qu'est-ce que va devenir notre ville, notamment avec le projet de passer à 35 000 habitants. On va passer de 20 000 à 35 000 habitants dans le cadre du projet du Grand Paris. Ça veut dire que c'est peut-être le pot de fer, le pot de terre contre le pot de fer, mais c'est le nombre en fait qui nous fera, ça la conscience, la prise de conscience. Et c'est le nombre qui pourra nous faire gagner. À Poissy, ils ont gagné. À Choisy-le-Roi, ils ont gagné puisqu'ils ont obtenu un vote sur deux projets, un projet alternatif et le projet de la ville. Et la ville a joué le jeu du vote et a dit, bon, c'est la majorité, alors on fait votre projet. Donc, au Franc-Moisin aussi, etc. Et donc, c'est vrai que là, c'est 674 logements prévus à la démolition sur la ZAC Aurore. Alors, ils inventent toujours des noms qui ne sont pas les noms des quartiers. Ici, c'est les Saules en fait. Ici, c'est les Saules. C'est le quartier des aviateurs, des navigateurs, des explorateurs, le grand ensemble orly-choisy des années 60. Et ils ont voulu gommer en fait que c'était ça l'identité des noms. C'était en lien avec l'histoire en fait, l'histoire de nos familles, l'histoire sociale du grand ensemble quoi. Donc ça s'appelle ZAC Aurore. Ça promet des beaux jours. Dont la démolition en fait de 674 logements. Et ils ont démoli. Commencé. Voilà, combien ils ont démoli là? 1, 2, 3. Attends, c'est Milou. Attends, les deux Mermoz, les deux Blériot, le Roland Garros,
Ça, c'est pour 5 bâtiments de 10 étages. Le Poffin. Attends, oui. Sur cinq- le grand ensemble, sur le grand Non, ensemble. non, sur déjà. Les navigateurs. Et j'oublie, il y avait un petit immeuble de 4 étages. T'as rien demandé. Et sur les navigateurs, il y a eu le Grand Colomb, Le grand colon, ouais. euh, Ça va être long, le Savorin de Brazza, L'autre qui est en haut. la Pérouse, non? Et c'est des 10 étages, hein, ça permet de loger beaucoup de monde. Alors, il a le chiffre exact. Vas-y, Francis. Sont prévus à la démolition au total 22 bâtiments sur 33. 22 sur 33. 22, c'est considéré. C'est vraiment un grand remplacement. Et ça a commencé avec la résidentialisation, le portail, tout ça. Et en fait, non seulement on parle des logements, on dit que on démolisse les logements pour reconstruire d'autres logements, mais parce que les grands ensembles, le principe aussi des grands ensembles, c'est que il y a des espaces verts, des espaces de jeu. Moi, je me souviens quand on était petit encore, pour moi, je discutais même avec des gens plus âgés. Même quand moi j'étais petit, ils me disaient, mais toi tu étais petit, nous aussi on était grands, mais même nous quand on était grands, on trouvait ça immense. Et là, ils ont construit des routes, bien sûr, mais si vous voulez, la plupart des bâtiments construits sont très près des routes. Alors qu'avant, les bâtiments, il y avait beaucoup de bâtiments qui n'étaient pas à côté des routes, qui étaient en plein dans la cité. Et voilà, c'était, alors je ne vais pas dire comme en Union soviétique. Les routes sont venues après ou elles Non, les Saules bien après. Alors ça, cette route-là, elle existait, mais en fait, les Saules, c'était un peu un triangle. Et ils ont construit deux grandes routes avec un carrefour. Ouais, pas des grandes routes. Lublerdo, Saint-Exupéry. Donc il y a des routes qui traversent maintenant. Avec des grilles, ils ont aussi rajouté les parkings et tout, et même pour les mômes, c'est beaucoup moins d'espace de jeu. Moins sécurisant pour les enfants. Aussi, C'est ça, aussi. c'est la même, c'est ça. Mais en termes de végétation aussi, moi je me suis encore petit, il y avait beaucoup de buissons, d'espaces un peu sauvages, on pouvait faire des cabanes. Je me demande comment les petits peuvent jouer dehors avec beaucoup moins d'espace, quoi. Bonjour à tous. Déjà, je représente l'association de relogement en l'absence de mon collègue et ami Ahmed Adjali, qui a grandi au Navigateur toute sa vie, qui a passé toute sa vie à Orly et pour lequel c'est un combat logique, vraiment de bon sens, quoi, une fois que simplement on l'a évoqué en fait. Et je pense que c'est le cas pour n'importe qui, mais vraiment pour n'importe qui à qui on parle de ce projet. On entend toujours, enfin moi je suis marqué par une chose, c'est qu'on entend toujours il y a un certain nombre d'habitants qui veulent les démolitions, qui sont contents des démolitions. En fait, les gens, il y a un certain nombre d'habitants qui, éventuellement, parce que l'appartement est trop grand, trop petit, qui veulent partir. Et ces habitants, le fait d'avoir le projet de démolition, ça leur permet de partir. Et donc, il ne faut pas se tromper. C'est pas parce qu'il y a un certain nombre d'habitants qui veulent quitter le quartier que pour autant, ils veulent que ce quartier soit démoli. Ça, c'est vraiment un usage dévoyé de la réalité. Mais bon, moi, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est imaginer que ce qui se passe à Orly, ça ne se passe pas qu'à Orly, ça se passe partout en France, partout en Île-de-France, et ça ne se passe pas depuis quelques années, ça se passe depuis 30 ans. En 30 ans, 300 000 logements sociaux ont été démolis, et 300 000 logements sociaux démolis, qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques ces logements sociaux? Première des caractéristiques, ils sont bien situés. Regardez, vous voyez le tramway passer, c'est pas un hasard. Une gare de tramway arrive, l'ANRU est derrière. Ça, c'est quasiment systématique. Donc, les logements sociaux qui sont démolis, ils sont bien situés, en zone tendue, avec des transports à côté, tous les commodités, les commerces à côté, Leclerc en centre-ville, il n'y en a pas partout, etc., etc. Donc, ils sont bien situés. Deuxièmement, ces logements sociaux, ils sont pas chers et ils sont grands, ils sont spacieux. Ils ont servi à accueillir le regroupement familial des familles venues du Maghreb notamment. Donc, c'est des T3, T4 en moyenne. 80 mètres carrés en moyenne, ceux qui sont démolis. Et ils sont à moins de 5 € du mètre carré par mois. Moins de 5 € du mètre carré par mois. Les loyers encadrés, quand ils sont encadrés, ils sont à 20 € du mètre carré par mois. C'est pour dire le delta entre les deux, simplement pour replacer ce qu'on est en train de démolir. Et la troisième caractéristique, si je puis dire, c'est qu'ils sont en bon état. Contrairement à ce qu'on vit effectivement de la vétusté, on vit effectivement des ascenseurs qui ne marchent plus, des canalisations qui pètent et tout ça. Mais aucun des 300 000 HLM démolis
n'a été soumis à un arrêté de péril ou de mise en sécurité. Aucun. Donc, relativement à de nombreuses copros dégradées qui, elles, sont toujours debout, ont toujours des habitants dedans, mais sont soumis à des arrêtés. Donc, c'est pour dire que tous les arguments d'autorité qui sont mobilisés par ceux qui portent les démolitions comme une solution, ils sont fallacieux. Ils sont fallacieux si on les confronte à la réalité. Donc voilà, donc ils démolissent, n'oublions pas, ces logements, ils ont été construits pas dans n'importe quel contexte. Années 60, 70, il y a des millions, des centaines de milliers, voire des millions de personnes qui vivent dans des taudis, dans des bidonvilles, dans les années 50, 60. Ils ont été construits pour résorber les bidonvilles. Eh bien nous, ce qu'on dit au DAL et ce qu'on dit depuis des années, c'est que des démolitions, les bidonvilles vont renaître. Alors moi, il y a une chose sur laquelle, là, ça tombe très bien qu'on soit en présence de monsieur le député, qu'on soit en présence notamment de militants politiques, c'est que s'il y a un sujet qui fait dissensus à gauche, c'est la question du logement et particulièrement la question des démolitions. Pourquoi ? Parce que sur 300 000 démolitions, messieurs, dames, 200 000 ont été réalisées dans des villes tenues par la gauche. Sur 300 000 démolitions, 200 000 dans des villes. Alors c'est lesquelles ? Vaux-en-Velin, Villeurbanne, c'est La Courneuve, Saint-Ouen, etc., etc. Voilà ce qu'il faut dire. Et on parle beaucoup de l'ANRU. Mais les démolitions, elles n'ont pas attendu l'ANRU pour exister. Déjà, il y a un tiers des démolitions qui se fait et qui continue de se faire sans le concours de l'ANRU. Sans 0 € d'apport de l'ANRU. Première chose, un tiers. Deuxièmement, les démolitions, elles ont commencé les premières en 92. Mantes-la-Jolie, Vénissieux, etc. En 92. Après, ça a développé. Et qui est-ce qui a ouvert la boîte de Pandore ? Qui est-ce qui a cassé le tabou des démolitions ? C'est la gauche. Avec l'idée de mixité sociale, Marie-Noëlle Lienemann, Hélène Geoffroy. Hélène Geoffroy. Voilà, c'est ça qui se passe. Spécial dédicace à Hélène Geoffroy. Donc voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est pour ça qu'il y a un très fort dissensus. Et moi, je trouve que c'est extrêmement courageux de porter ce sujet-là quand on est de gauche, parce que c'est vraiment marquer, justement, ne pas avoir peur de rentrer dans un dissensus, c'est mettre de côté les petites logiques de strapontin, de négociation, de maintien d'entre-deux tours, de choses comme ça, pour dire non, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est de loger les gens et de les loger dignement. Et ça, je suis très content, parce que nous, ça fait des années qu'on pousse ce sujet-là, et on a eu beaucoup de difficultés à le faire accepter par un certain nombre de députés. On a fait le tour, hein. Francis, tu peux en témoigner, et d'autres, on a fait le tour de toutes les popotes, et vraiment, ça a accouché de souris la plupart du temps, un petit PPL sur la concertation, machin, etc. Non, là, on a enfin un projet de loi ambitieux qui pose une... Oui, quand on aura le... Non, c'est le gouvernement. Non, mais d'abord, avant le ministère, la mairie. Hein. Parce que là, le pouvoir, il est beaucoup dans les mains des maires. Hein. Depuis, avec toute la décentralisation, les maires ont beaucoup plus de pouvoir aujourd'hui, et ils en ont de plus en plus. Mais qui dit pouvoir dit responsabilité. Et aujourd'hui, les maires, ils ont plus de pouvoir, ils ont plus de responsabilités. La première des responsabilités, c'est de loger dignement le peuple. Donc bravo pour cette PPL, non pas ce projet de loi, cette proposition de loi. Et j'espère, je vois qu'elle a été soutenue. Moi, franchement, ça a été vraiment, voilà. Alors, il se trouve que moi, j'avais rencontré votre collègue député de Paris, Chikirou, sur le toit de Piton du Vernois, parce qu'on a occupé pendant 3 semaines environ le toit d'un immeuble en démolition au port de Paris, quoi. Un immeuble qui est démoli par la mairie de Paris, mairie de PSTC. Et on a accueilli un certain nombre de personnalités politiques, dont Madame Chikirou, qui effectivement, une fois qu'on a exposé les trucs, elle a dit, ah ouais, démolir des logements à 5 € du mètre carré en bon état, alors qu'on a 200 000 demandeurs de logements sociaux sur ce périmètre-là, pour construire quoi ? Des bureaux ? Alors qu'on a 6 millions de mètres carrés de bureaux vides, c'est plus possible. Confrontés à l'argumentaire, ils sont totalement démunis en face. La seule chose qu'ils disent, c'est mixité sociale, mais finalement, ça fait 30 ans qu'ils nous le disent. Voilà, nous, personne n'y croit. Et puis, désenclavement, sécurité. Mais venez chez moi, ils ont démoli, moi j'habite dans les Yvelines, ils ont démoli il y a 30 ans, venez au Val-Fouré, et venez me dire au Val-Fouré, 2500 démolitions plus tard, hein. C'est ça dont on parle, le Val-Fouré, et il y en a encore 2000 qui arrivent là, dans les années à venir. Hein.
au Val-Forêt, venez me dire qu'il n'y a plus de deal, venez dire qu'il n'y a plus de délinquance, venez dire qu'il y a de la mixité et que c'est devenu l'enfer. C'est le terreau des marchands de sommeil qui sont déplacés dans le centre-ville, à Limay, etc., tout autour du fait du manque de logements sociaux. C'est vraiment le chaos, notamment lié à ces projets de démolition. Voilà, c'est ça que je voulais rappeler. Et j'espère vraiment que du coup, vous allez prendre conscience que ce qui se joue à travers ce projet de loi et dans la mobilisation et dans les listes, c'est cette proposition de... J'en peux plus. Non mais nous, moi les termes, j'avoue, on s'est compris. Non mais oui, je sais, j'ai compris. Spécialiste. Ouais. Ah, non mais moi, je bosse avec ma collègue juriste aussi à chaque fois. La prochaine loi, c'est le gouvernement. Cette proposition de loi. Voilà. Le projet, voilà. Ça, c'est un projet, parce que quand vous serez ministre, vous allez le transformer en projet. Bon, mais d'ici là, la loi sera passée Inch'Allah. Et donc voilà, moi vraiment je dis chapeau, et il faut prendre conscience qu'il y a un tournant historique là qui se passe, parce qu'il y a une chape de plomb sur cette question-là pendant très longtemps, du fait justement de cette idée de mixité sociale qui était portée par un certain nombre d'élus locaux de gauche notamment, toujours, et contre vents et marées et contre tout, et là on voit que c'est en train de se fissurer, donc je dis bravo pour ça. On est au début. Moi, je mets mon billet sur la table que dans 10 ans, il n'y a plus de démolition, notamment grâce à ça. Non, ouais, mais attendez, là. Mais parce qu'il est jeune, c'est pour ça. Ouais, c'est long. Bon. Et que si aujourd'hui, vous prenez la ville, la FI là, eh ben, vous allez évidemment mettre un moratoire sur les saules en urgence. Et puis empêcher ce projet scandaleux, le plus scandaleux de tous. Les saules, c'est des super beaux logements, traversants, chauffage au sol, ils ont tout quoi. Le logement de Miloud et les écoles, on n'a pas parlé de ça. Je suis venu ici au non-stop démolition, j'ai rencontré Florence à Toulouse, justement à la réunion sur les quartiers populaires. Et il y a quand même un truc dont il faut parler aussi, c'est la dissonance cognitive de notre État. C'est-à-dire que les institutions environnementales, quasiment dans toutes les analyses, on parlait du dossier tout à l'heure d'enquête publique, il fait suite à l'analyse de ce qu'on appelle le MRAE, qui est, alors les sigles à la con, là, oui, c'est très technique. Francis, c'est un architecte, alors il est dans Voilà, c'est la mission régionale d'autorité environnementale, qui est une institution qui est censée garantir le développement durable sur les territoires. Et dans tous les contrats, dans toutes les observations qu'on a, de justifier écologiquement les démolitions. Et nulle part c'est fait. C'est-à-dire que nulle part ces instructions qui sont des instructions de l'État et qui viennent de prérogatives environnementales ne sont respectées. Et puis ce qu'on a pu se rendre compte ici à Orly, c'est que les études qui étaient présentées étaient mensongères, puisqu'ici on a des logements avec du chauffage urbain écologique et ils étaient présentés comme des bâtiments extrêmement énergivores en dépit de la réalité du site, justement pour aggraver quelque chose qui serait et qui pourrait faire croire que c'est nécessaire de le démolir du fait des consommations. Et donc nous on s'est déplacé chez Miloud, qui a un appartement traversant, une belle rénovation à la manière de l'Hackathon Vassal, qui est quand même le Pritzker Prize pour des projets de rénovation. C'est une prime, je dirais, internationale de l'architecture sur ce projet-là, sur ce type de bâtiment. Aujourd'hui, on sait très bien faire des rénovations, mais plus que la production du logement actuel. C'est-à-dire que les rénovations, à terme, permettent de faire des bâtiments avec un niveau de qualité spatiale et un niveau de qualité environnementale et de confort thermique bien meilleur. Donc tous ces bâtiments-là qui nous entourent, aujourd'hui, à faible coût, puisque entre une démolition reconstruction et une construction et la rénovation, eh ben on pourrait, si on ne faisait pas l'opération de démolition, on pourrait rénover 3 logements à la place, à la manière dont je vous le dis là. Et donc là, c'est une aberration, parce que c'est pareil sur la question écologique. Nous avons un impératif de faire baisser par 4 les consommations énergétiques du bâtiment en France pour atteindre le bilan carbone. Donc tant qu'on ne mettra pas ça en œuvre massivement, et en détruisant, on obère la possibilité de le faire sur 3 fois plus,
en détruisant des immeubles, on va à contre-courant de l'histoire par la prévision environnementale. Donc, il y a lieu que tous les collectifs locaux se regroupent pour prendre conscience de ces phénomènes-là. Je ne parle pas des aspects financiers, mais partout, en fait, il y a une espèce de dissonance cognitive entre les objectifs qu'on aurait qui sont écologiques et financiers et sociaux et ce qui se passe à travers une démolition-reconstruction. Et moi, je reprends ce que tu as dit hier, car la question de la mixité sociale n'a pas lieu à partir du moment où 70% des Français sont éligibles au logement social. Si ici on est à 40% de logements sociaux, on n'est pas encore à 70% pour la mixité. C'est plus facile de déloger des gens en logement social que des gens propriétaires d'un logement. Le logement social, c'est une... En fait, on peut les bouger comme on veut. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Quelque part, il y a quand même une hypocrisie là-dedans, parce que, en fait, dès que c'est du foncier, on peut rénover. Donc, c'est rénové chez moi. Pour l'amiante, le problème, c'est qu'il faut différencier l'amiante inerte, qu'on peut encapsuler. En fait, moi, j'ai des halls avec de l'amiante, ils ont mis de la résine. Non, mais l'amiante, tant que tu n'as pas des travaux à faire dessus, tu mets une résine dessus, c'est pas dangereux. Donc en fait, ça, pour le désamiantage, on n'est pas obligé de tout désamianter. Non, mais je dis simplement, non, mais le fait de dire il faut détruire parce qu'il y a de l'amiante. En fait, le PAC, Val-Office a toujours mis sous la poussière, sous le tapis, sur cette problématique. Parce que, par exemple, un locataire, il va percer pour mettre un cadre, et ben il va prendre des fils. Oui, non, mais c'est pour ça que ça, ils ne le disent pas, parce qu'ils ont peur je suis d'accord. Voilà, Je dis simplement, je précise simplement qu'il y a des moments. Après, je veux dire, moi je m'aperçois que dans le cadre des renouvellements de la rue, ça profite aussi à des grosses entreprises. Moi je m'aperçois que des entreprises de bâtiments, il y a des entreprises qui font plus de 80% des travaux sur la région parisienne. Donc ils s'enrichissent. Donc c'est un marché juteux aussi pour des entreprises de bâtiments. Moi j'ai chez moi le Rénov, et je s'aperçois que le Rénov, ils ont 80% du marché des rénovations. Donc j'ai toujours tendance à essayer de voir à qui profite le crime. Après, on avait déjà vu, c'est que pour le bailleur social, le fait de rénover, c'est aussi partage pour 7 ans d'exonération de taxes foncières. Donc c'est un intérêt aussi financier. Que la plupart des bâtiments, et Francis me confirmera, la plupart des bâtiments qui sont détruits sont déjà amortis. Donc en fait, ils peuvent repartir sur un amortissement sur les nouveaux bâtiments. C'est même le truc qui est très étrange, c'est que ces bâtiments sont amortis, donc tous les loyers qui rentrent, c'est tout bénéfice. Et ça devrait permettre la rénovation. Rien que ça devrait permettre la rénovation. Alors nous, on a, au sein du collectif, on a Jacques Caron qui avait étudié cette question du financement. Et hier, il en parlait. C'est-à-dire qu'en fait, si on retire les démolitions et les résidentialisations des aides fournies par l'ANRU, il reste que 15% à financer. Et nous, on est fondé à penser que le fait que ces bâtiments soient amortis, qu'ils soient encore loués, et ainsi de suite, pourrait couvrir ces 15% pour rétablir quelque chose qui manque dans ces quartiers. D'une part, qu'ils n'ont jamais été terminés, et d'autre part, qu'ils n'ont jamais été entretenus correctement sur toute la durée de leur vie. Quand j'ai été visiter, je termine, quand j'étais visiter le chantier, en fait où tu campais, j'étais surpris de voir que les ascenseurs avaient été rénovés, ils sont plus récents que les nôtres. Les ascenseurs où ils détruisent des trucs où les ascenseurs ont été rénovés. C'est bien d'en parler parce que c'est effectivement ce qu'ils vont faire. Ils vont détruire une grande barre du côté de l'école Paul-Éluard qui vient d'être rénovée au niveau de l'électricité et qui a des ascenseurs neufs. Il y avait 2 ascenseurs anciens. Alors si on a les fenêtres qui étaient rénovées, les fenêtres, non, dans notre quartier, les sols, on a changé toutes les fenêtres il y a pas longtemps. Tout à fait. Et puis on a changé aussi pour certaines personnes, la salle de bain avec des douches, et ça coûte cher tout ça. Les portes, palières, les portes. Pour la sécurité incendie, Non mais il y a eu tout un tas de mises aux normes. En fait, il y a eu tout un tas de mises aux normes dans les quartiers, mises aux normes de décence, mises aux normes DPE, mises aux normes électriques, incendie, etc. Donc en fait, il y a eu des investissements qui ont été faits. Typiquement, moi, dans mon quartier, ils vont démolir des logements
la décision de démolition des logements s'est faite avant la réalisation des travaux de réhabilitation. Sur 4 immeubles, là c'est ce soir qu'ils mettent le premier coup de pelleteuse. Donc ils ont mis des millions d'euros dans des logements financés par le bailleur, sachant que ces logements étaient prévus à la démolition. Donc nous, c'est ça qui nous a fait sortir de nos gonds quand on a simplement fléché les budgets derrière. Bon. Mais moi, je voudrais simplement que pour qu'on arrête avec cette... J'entends l'ANRU à chaque fois. L'ANRU, c'est pas l'État. L'ANRU, c'est pas des subventions. L'ANRU, c'est les patrons derrière. 70% du financement de l'ANRU provient d'Action Logement Service. C'est l'argent du 1% patronal, c'est l'argent des patrons. C'est l'argent des travailleurs. C'est l'argent des salariés, mais c'est les patrons qui décident ce qu'ils en font. Enfin, non mais oui, mais c'est malgré tout les patrons qui décident au bout du compte. Et donc c'est les patrons. Les 20% de le financement de l'ANRU, c'est les bailleurs sociaux à qui on a tordu le bras pour qu'ils abondent via une taxe ça. Et il y a 10% d'argent directement de l'État. Donc en fait, c'est pas une agence d'État, c'est une agence d'État sur le papier, parce qu'elle a été créée volontairement par le gouvernement, mais elle est abondée par des fonds privés, par les fonds d'Action Logement. On n'a jamais vu un patron faire de cadeaux. Un patron, il ne fait qu'une chose, c'est des investissements. Donc là, ce qu'il fait, quand il investit dans la démolition des quartiers, les patrons, ils investissent pour récupérer du foncier pour les entreprises du bâtiment et pour les entreprises de la promotion immobilière. C'est pas un hasard. Au sein, c'est ce qu'expliquait notre collègue Bernard Sirkis hier, au sein de la direction d'Action Logement, il y a eu une OPA il y a une quinzaine d'années, et c'est les patrons du BTP qui ont pris la main dessus. En fait. Et donc c'est eux maintenant, voilà, en gros, l'argent d'Action Logement sert pour les actionnaires de ces... Donc il y a des patrons, il y a des tensions même, il faut les fouiller là-dedans. Parce que même à l'intérieur du patronat, il y a des lignes de tension très fortes entre ceux qui cotisent et qui n'arrivent plus à loger leurs salariés, et ceux qui, au contraire, en s'en mettent plein les fouilles, en récupérant du foncier et en construisant et en vendant très cher, etc. Donc là, voilà, il y a des trucs, là, des lignes de rupture, voilà, un peu stratégiques à aller chercher. Juste, je termine là-dessus, c'est parce que ça on entend tout le temps, le DAPP, la fin, diagnostic d'amiante et tout ça. Diagnostic avant travaux, l'amiante, DAP, etc. Ils disent toujours, ah, vous avez de l'amiante chez vous, c'est dangereux pour vous. Du coup, les gens, ils ont peur, ah oui, il faut nous reloger. Mais très bien. Il y a de l'amiante partout. L'essentiel de l'amiante, le problème de l'amiante, c'est quand il y a de l'empoussièrement. Ça veut dire quand ça crée de la poussière. Tant qu'on ne perce pas, tant que l'amiante est inerte, c'est pas un problème. C'est un problème quand on démolit, parce que là, il y a une tonne de poussière. Ça, par contre, dans nos quartiers, on ne les voit pas arrosés, etc. Non, eux, on laisse la poussière entrer dans les apparts pendant des mois et des années. Ça, ils n'en parlent pas. Mais par contre, dans ces immeubles-là, c'est l'essentiel de l'amiante, c'est dans les enduits, c'est dans les cols de salles, etc. C'est rarement, c'est sous plancher, etc. Voilà, et c'est très inerte. Dans les cols des carrelages. Voilà, les cols des carrelages, les enduits, etc. Mais effectivement, c'est dangereux quand on perce. Si on ne perce pas, c'est pas dangereux. Donc du coup, c'est pas un argument suffisant, mais il est très souvent mobilisé pour justifier des rénovations à bas coût et pour justifier la démolition. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire non, on peut très bien garder cette amiante-là inerte, c'est pas un problème. L'idée quand même dans la deuxième partie de la réunion, c'est d'être dans nos solutions et dans nos actions en fait. Alors je sais qu'il y a quelqu'un qui a demandé ce que c'était l'ANRU. On va répondre après. Mais c'est vrai que là, il faut être dans nos actions et nos solutions. Alors Farida, à Vitry, comment ça se passe? Moi, je m'appelle Farida, j'habite à Vitry-sur-Seine et effectivement, il y a le projet ANRU, cœur de ville, en plein centre-ville, avec l'arrivée de la gare. Donc moi, je suis dans un immeuble qui va être détruit normalement en 2032, puisque ça recule à chaque fois. Et le problème, c'est que mon immeuble aussi va servir d'opération tiroir, parce qu'on a une tour de 26 étages qui est juste en face de chez moi, et en fait, celle-là, elle va être réhabilitée en totalité. Donc ça veut dire qu'ils vont faire l'opération tiroir. Donc les locataires qui sont dans cet immeuble-là, en fait, vont être transférés dans notre immeuble. Une fois que nous, on est partis, ils sont en train de retaper un petit peu les appartements pour les remettre aux normes au niveau de l'électricité, ils refont un peu un coup de propre, de manière à ce que ceux-ci puissent venir le temps des travaux, donc ça va durer 6 mois à peu près, et ils retourneront là-bas et ainsi de suite. Voilà. Donc, ce qui explique que nous, c'est prévu 2032, mais comme on n'a pas commencé, ils n'ont pas commencé les travaux, pour l'instant il ne se passe rien. Donc là, nous, le projet il avait commencé, on a été informé de la démolition vers 2023. Donc là, effectivement, on ne nous demande pas notre avis. En plus, notre immeuble, il est non conventionné. Donc il appartient à la SMIS, mon bailleur c'est la SMIS. Et on a monté un collectif pour essayer d'aller contre cette
démolition, mais c'est très difficile parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a effectivement des gens qui voulaient partir depuis longtemps et qui ne pouvaient pas. Donc du coup, qui attendent depuis 5 ans, 6 ans de pouvoir avoir un logement un peu plus grand parce qu'ils ont des enfants. Et c'est vrai que pour eux, ça a été, une opportunité de dire ah bah super, en fait, au lieu d'attendre 3 ans pour déménager, bah là en 6 mois ou 1 an, je vais pouvoir partir. Donc, mais ils sont pas pour la démolition, hein, c'est clair, mais ça a été une opportunité pour eux. Et donc ça a été difficile, du coup, après de monter, d'être, comment dire, de créer un mouvement vraiment de solidarité parce qu'en fait, beaucoup de gens se sont résignés parce qu'on ne nous écoute pas, la mairie ne nous écoute pas, le bailleur ne nous écoute pas, c'est de toute façon, il faut démolir, il faut désenclaver la dalle Robespierre, etc. Il faut mettre de la verdure, parce que nous, ils vont détruire, mais pas pour reconstruire un autre immeuble. C'est pour mettre un petit jardin en bord de route, là où il y a le tram. On nous a vanté les mérites de l'arrivée du métro, et en fait, on ne va pas en profiter, puisque nous, on nous propose des logements qui sont un petit peu en dehors du centre-ville, et qui sont plus petits, vraiment plus petits, puisque la plupart des trucs, maintenant, c'est cuisine ouverte sur le salon. C'est vraiment des petites surfaces. Donc voilà, donc ça a été difficile. Donc nous, on a monté le collectif en 2023. On a fait ce qu'on a pu. On s'est joint à une association aussi qui s'appelle On s'y met. On s'est fait aider par l'association Appui et Passons-nous. On a fait des lettres aux maires, on a assisté aux réunions, on a montré notre désaccord, mais rien à faire, quoi. C'est assez... c'est difficile. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que tu dis, Farida, c'est qu'il y a une école d'architecture qui a fait travailler ses étudiants à plusieurs reprises sur le site, et à chaque fois, l'opportunité de la démolition de cette tour, qui est juste en face de l'arrivée d'une des gares du Grand Paris, n'a pas de sens ni urbain ni architectural. Et au contraire, fait perdre la possibilité au plus grand nombre d'accéder à une aménité qui arrive en plein milieu, au pied de l'immeuble. Donc ça, et architecturalement ils l'ont démontré, et urbainement ils l'ont démontré, il n'y a aucun sens à le faire. On a la chance d'avoir quand même moi je ne connais pas les autres, mais un candidat qui a mis dans son programme en premier d'arrêter toutes les démolitions, parce qu'il n'y a pas que, à Vitry, il n'y a pas que le quartier Robespierre. Non, il y a aussi Germain-de-Fresnes, voilà. Il y a aussi Ampère, donc ça fait, je ne sais pas, dans les 500 pour un petit peu plus de logements qui vont être détruits. Et puis voilà, donc là c'est difficile. Donc c'est pour ça, quand j'ai appris qu'il y avait cette proposition de loi contre les démolitions, ça m'intéressait, parce que je me suis dit, bon, qui sait, avec un peu de chance, comme c'est prévu en 2032 et peut-être retard, peut-être qu'avec un peu de chance, je vais pouvoir rester chez moi où je vis depuis 35 ans. Et je sais qu'il y a d'autres locataires qui ont été ravis quand j'ai fait tourner un peu la vidéo sur le groupe WhatsApp, qui ont dit on croise les doigts comme que ça arrive avant, parce qu'il y a des personnes âgées qui sont complètement... alors ça, c'est l'effondrement, on ne parle pas assez du côté des dégâts émotionnels, psychologiques que ça a créé chez les personnes. C'est un arrachement. Ah c'est horrible. En plus, on a proximité de tout, on a les commerces, on a tout. Et quand on les écoute, quand on dit mais je ne comprends pas, pourquoi à ce moment-là vous ne nous réhabilitez pas non plus. Ça fait des logements supplémentaires, surtout qu'à Vitry, il y a 8000 personnes en attente de logement. Sur Vitry, ça est génial. 2000 d'alloués. Voilà. Mais ils ne veulent pas. Quand j'en parle de Salas Mise, on m'explique que vous comprenez, si on n'a pas le financement de l'ANRU, on ne pourra pas réhabiliter le R26. Si on vous réhabilite vous en plus, c'est bien simple. Moi, c'est les termes qu'on m'a dit. On met la clé sous la porte, on fait faillite. Peut-être qu'on va revenir à la loi, au projet de loi. Vous vouliez dire quelque chose, monsieur? Non. Allez-y. Ah, d'accord, ok. On prendra le temps. Oui. Ça va être démoli aussi pour... Voilà. Alors, la question du délai par rapport au bailleur. Quand le bailleur, il dit... d'abord, vous avez quand même la possibilité de ne pas accepter tout ce qu'on vous propose. Voilà. Et après, quand ça va être démoli, on est dans un moment, en fait, on va dire politique, là, de grande incertitude. Donc les choses ne vont pas si vite que ça, en fait. Et ça sera la bataille des locataires. Ça sera la bataille des locataires de faire reculer le bailleur et la ville.
Et donc c'est pour ça que nous on le met aussi au cœur de la bataille des municipales. À Vitry par exemple, il y a un candidat qui s'engage à pas démolir, à faire un moratoire, le candidat Ossine Tsimi qui s'engage à faire un moratoire. Il faut aller voir tous les candidats et leur demander de s'engager pour faire un moratoire, ou est-ce que, par exemple, la majorité actuelle, elle va d'ici 2032 aller jusqu'à 35 000 habitants. Je fais juste le porte-parole, parce que vous avez parlé. Il dit sur 180 logements, il n'y a que 8 personnes qui sont parties. Mais oui. De toute façon, il y a quelque chose qui coince, il n'y a pas de logements sociaux. Il n'y a pas de proposition viable. Il n'a pas signé encore, non? Si, c'est fait. Non, il vient de dire non. Non, monsieur. Je veux dire, vous avez signé la pétition tout à l'heure, on vous a fait passer. Voilà, alors, donc, comme il faut qu'on finisse quand même, on va laisser la parole, on va redonner la parole déjà juste pour dire qu'on a la pétition comme action à faire. Ça veut dire que si on amène une pétition de l'ensemble des locataires qui sont sur le quartier, ça va avoir du poids. Et on a à connaître, à prendre le temps de regarder et surtout de porter en fait au niveau citoyen, au niveau de le projet de loi contre l'arrêt des démolitions inutiles. Donc, le député Lamar, monsieur Lamar, il nous a fait les photocopies. C'est un projet de loi qui, s'il est... C'est une proposition de loi qui, s'il est débattu, pourra aussi comment dire, être modifié. Mais c'est une base et c'est un travail exceptionnel en fait. Moi, quels sont vos candidats? Alors nos candidats, on va rester sur les candidats. C'est normal, on commence à être un petit peu... On a nos candidats, la maire sortante. C'est même pas une proposition de loi, c'est une proposition de projet de loi. C'est exactement ça. Un projet, Proposition de projet. Oui, bien joué. Oui, exactement, c'est ça. Je disais que la différence entre proposition et projet, quelque part, c'est nos votes. Si on vote pour eux, ils pourront faire projet. Et dans un an, pas dans 10 ans. On parle des présidentielles. C'est les votes aussi, les municipales. Ah oui, alors dans 3 mois. Mais c'est des étapes. On va revenir sur les municipales. Donc, la maire sortante, Madame Souid et son équipe, dans leur bilan disent on a un bilan de 703 ou 713 démolitions entre 2020 et 2026. Donc elle le met dans son bilan. Elle trouve que c'est bien d'avoir fait ça. C'est positif pour elle. Donc ça sera compliqué, à mon avis, de les convaincre. La maire sortante. Après, il y a 2 autres listes. Il y a 3 autres listes. Divers gauche, avec le PS, PC et divers citoyens gauche. Mais pour la blague, on a des bâtiments de 40 ans qu'il faut démolir et des conseillers municipaux, des adjoints au maire qui ont plus de 40 ans, ils restent. Oui, ça fait 40 ans. Alors après, on a 2 autres listes, donc avec Philippe Bouriachi et sa liste, et puis l'autre, Philippe Bourgeois. Il faut que peut-être, enfin pas peut-être, il faut qu'il y ait une adresse des locataires, du collectif de locataires, pour qu'on leur demande que comptez-vous faire. Pour le 4e, pour le 4e qu'on connaît, parce que d'ici fin du mois de février, il pourra y avoir d'autres listes. En tous les cas, pour ce qui est de Brahim Messassi, il a pris engagement d'un moratoire sur les démolitions. Et c'est dans le programme. Et d'ailleurs, vous pourrez, s'il vous plaît, aller demain à la réunion publique, la 2e réunion publique, où on parlera du logement. Donc, d'ailleurs, j'ai à l'Orangerie à 18h30. Il y aura un grand moment sur le logement et c'est déjà dans le programme. Alors, pour la petite histoire, pour être quand même, on va dire, transparent, on est candidat. Moi, je suis candidate sur sa liste. Adnan Gessoum qui est là, il est candidat. Magali Trarieux est candidate sur la liste de Brahim Messassi. Et on porte fortement la question du logement et de l'arrêt des démolitions. Et Florence, pas moi?
Et toi aussi, excuse-moi. Et toi aussi dernièrement. Voilà. Excusez-moi. En tous les cas, Non, mais peut-être que c'était une annonce. Mais non. En tous les cas, l'adresse des locataires à l'ensemble des listes sur qu'est-ce que vont faire les listes par rapport à ce quartier. Est-ce qu'ils continuent ou est-ce qu'ils donnent un moratoire? Il faut un moratoire parce que les gens ne sont pas d'accord. Ça, c'est maintenant. Hein. C'est au mois de mars qu'il faut le faire. Donc la pétition, on vote en février, en mars, c'est vrai. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que la pétition, il faut la faire. Il faut la faire mousser, il faut faire signer la pétition. Pour dire, voilà, nous on est tant de citoyens et on demande ça. Ensuite, il y a la proposition de projet de loi. Proposition pas mal. La proposition de projet de loi, c'est pas mal. Donc là, je pense que c'est très bien. On te remercie de nous l'avoir remise. On va. Alors c'est un gros. Bien sûr, c'est une proposition de projet de loi, donc c'est argumenté. Ça demande un peu de temps pour aller dedans, etc. Mais c'est pas grave, on a le temps. Prenez le temps de vous l'approprier et on en reparlera de toute façon. On en reparlera ensemble. Les enfants en vert. Voilà, oui, emmenez-les. Et elle sera très prochainement en ligne sur le site de l'Assemblée. On le disait en entrée, c'est qu'en fait, même au niveau européen, les villes, les gens, les citoyens bougent contre la démolition des quartiers parce qu'il y a le même phénomène d'éloignement des salariés des centres-villes, hein, avec l'étalement urbain. On éloigne les smicards des centres-villes et des commerces. Et donc, il y a une grande pétition en fait, européenne. Et là, c'est pareil, je vous enverrai le lien, qui demande la rénovation plutôt que la démolition. Et si on arrive à être beaucoup de citoyens au niveau européen, ils sont obligés de reprendre ce débat politique à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà, c'est Europe House, c'est comme ça que vous l'avez sur la... Pour la rénovation, c'est très important parce que moi je parle pas, j'habite ici, j'ai 55 mètres carrés, on est deux. Et je suis au dernier étage. En hiver, c'est des cuves en verre, c'est mal isolé, les fenêtres et tout ça. On nous baisse. Pardon ? Oui, mais là, je ressens plus ça. Cette année, j'ai l'impression. Plus fort, Aïch. Comment ? Plus fort, un petit peu plus fort. Oui. Par le plafond, c'est pas la terrasse. D'accord. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau de l'isolation, c'est des citoyens, le territoire national ou international. Parce que là, cette année, on a eu très froid. On est en hauteur. En hiver, on est par les courants d'air et le froid. J'ai fait intervenir à plusieurs reprises des bailleurs, entre voisins, tout ça, parce qu'on avait très froid. Ils nous disent qu'à 15 degrés, pas plus. Donc nous, à ce niveau-là, en été, il n'y a pas de break. Donc, on est en pleine tournée. Les rénovations, pour moi, ce serait plus intéressant. Parce que si il y a un ascenseur sur le 4e étage, c'est l'idéal. Juste un point. Attends, Jean-François, alors attendez, on est d'accord. Alors attendez, on est d'accord, on va arrêter là la réunion. Jean-François, tu voulais rajouter quelque chose, mais ensuite on va parler entre nous. Je vais donner la parole pour finir à Juste un point, Monsieur Lamarre. En fait, je vais essayer de l'aborder ce soir, c'est que en fait, normalement, le relogement, c'est au même loyer, sauf qu'il y a des charges supplémentaires. Les charges augmentent tout simplement parce qu'il y a des bâtiments qui étaient en géothermie et on va les reloger dans des bâtiments qui sont chauffés à l'électrique. Donc en fait, le problème, c'est que la géothermie, c'est censé être plus écologique et économique que l'électricité. Alors normalement, mais je veux dire, même la géothermie avec une rénovation, une meilleure isolation, moi, madame, je comprends parce que moi je suis au dernier étage d'une tour dans le privé, mais en fait le vent
Non, non, zone aéroportuaire, donc le vent il prend de la vitesse et ça va pas. Parce que vraiment, quand ils font des steps, ils font des aérations hautes, avec le vent, ça souffle beaucoup. Et en fait, il y a le froid et la sensation de froid. Je pensais, c'est un autre problème, c'est que quand vous avez de l'air qui passe, vous avez beau avoir 21, vous avez la sensation de froid. Alors, voilà. Ben, merci pour cette... c'est aussi important. On voit bien qu'on a beaucoup d'arguments quand même par rapport à ce qui se passe. On souhaite quand même te laisser le mot de la fin. Moi, je suis venu écouter. Après, juste rappeler que, ouais, tu parlais de consensus à gauche, tu as beaucoup insisté. Ça n'a pas été aussi facile pour nous, pour moi, de convaincre. Je sais pas si ça se dit, mais bon, voilà, ça va être filmé. Mais même en interne, oui, ça n'a pas été facile. Voilà. En tout cas, il y a Clémence Guettet qui est votre députée. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'on a un texte. Il y a un débat autour de la loi du plomb qui est aussi très important, pas plus important que ça, voilà. Mais c'était prévu à l'avance. En tout cas, elle est avec vous. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir pour qu'on puisse le porter aux prochaines échéances électorales. Donc oui, il a fallu convaincre. Ça n'a pas été facile. Et je me rends compte que, parce que maintenant, comme il faut aussi que j'aille convaincre d'autres étiquettes politiques. Et quand j'en parle avec certains, ils ont beaucoup d'a priori. Je ne vais pas vous donner des noms, mais des personnes de droite. Et pour eux, ils voient ça de façon très... on dit, mais c'est la chose, ça va ramener de la mixité. Vous savez, la mixité, pour eux, c'est synonyme. Parce que des fois, ils sont naïfs. Certains, c'est très bien que le RN, pour eux, la mixité sociale, on ramène c'est la mixité culturelle. Voilà. Ils disent dans les quartiers, c'est des Noirs, c'est des Arabes. Donc la mixité sociale, en fait, ça va ramener plus de blancs. Eux, ils gambergent comme ça. Par contre, les gens de droite, ils disent non, la mixité sociale, c'est on va ramener des personnes qui ont plus de pouvoir d'achat. Et donc, si les personnes ont... Voilà, mais le fait qu'elles aient plus de pouvoir d'achat, ben, elles vont pouvoir dépenser un peu plus. Donc, il y aura un cinéma, il y aura un théâtre. Les commerces environnants vont pouvoir en profiter. Et c'est comme ça qu'on va créer de l'activité économique. Ça part d'une bonne intention, par contre. Mais quand on prend le temps de discuter et que on rentre dans les détails et on dit réellement ce qui est en train de se passer, là, ils réfléchissent différemment. En fait, on n'avait pas vu ça comme ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans des postures idéologiques. Ça veut dire que signer un texte LFI, c'est compliqué. Et pour avoir discuté avec des personnes qui étaient quand même présidents de groupe comme du modèle, Mathieu, qui est très ouvert, mais un petit peu à droite, elle dit non, mettre ma signature sur un texte LFI, ça va être compliqué, mais elle va dire envoie-moi ton texte. Donc je suis dans ce travail-là de parlementaire. Ouais, de parlementaire, il faut que j'arrive à convaincre. Donc, mais cette proposition de projet de loi pour 2027 est toujours, voilà, elle serait encore plus d'actualité. Après, c'est vrai que comment on a travaillé la PPL, c'est que c'est vraiment un travail qui est fait avec vous, avec les personnes du terrain. Et c'est peut-être ça qui va peut-être permettre de convaincre des parlementaires. Parce que quand je vais leur dire, non, c'est pas LFI, c'est pas Kader, c'est pas... Voilà, on l'a vraiment fait avec des collectifs, c'est des hommes et des femmes derrière, c'est des vies qui sont en jeu, c'est quand on démolit, voilà, on démolit des vies qui se sont construites année après année pendant des décennies. Et ça, ils sont assez sensibles. Donc, c'est vrai que vous avez un rôle important à jouer, très important. Il faut aller interpeller vos élus. Notamment au moment de la niche. Et au moment... C'est quand votre prochaine niche? Alors, pas tout de suite, pas tout de suite, c'est l'année prochaine. L'année prochaine, il faudrait que ça soit mis dans la liste. Il faudrait que avant 2026. Après, il y a la semaine transpartisane, etc. Voilà. Maintenant, oui, allez interpeller vos élus. Effectivement, le maire a beaucoup de pouvoir. Il a le pouvoir de faire. Il a le pouvoir de faire. Ou de défaire. Non, je vous assure, il a le pouvoir au moins de stopper. C'est pas dans sa compétence de construire des logements, parce que, mais en tout cas, démolir, c'est dire que ceux qui attendent derrière, si on doit construire, autant construire pour ceux qui sont mal logés. On a quand même, alors j'ai pas le chiffre exact, c'est 1000 personnes qui sont mortes l'année dernière. Oui. 380 000 personnes. Presque 1967. Ouais, 900, voilà. 1000, et moi je vais militer en tout cas pour que le logement ce soit un sujet qui soit au cœur des prochaines échéances.
Et c'est là où, en fait, la droite a été très forte. Elle nous a détourné de l'essentiel. Oui. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, ils nous ont mis la question du sécuritaire et de l'identitaire. Et tout le monde est tombé dans le panneau. Même les gens qui vivent dans ces quartiers-là. Moi, je suis à Gonvelin, c'est une ville sinistrée. Donc, j'ai une mère qui a beaucoup démoli. Moi, quand je vais voir les gens, leur truc, il est en train de s'effondrer. Hein. Vous savez de quoi ils parlent? Mettre des caméras, à ce qui paraît, tu vas arrêter d'en mettre. Bah oui, mais ton appartement, tu es satisfait de ton appartement? Ah non, c'est tout pourri, il faut rénover. Je dis, bah, une caméra, ça coûte 30 000 € à peu près pour l'installation et l'entretien. Bah, je peux rénover ton appartement, qu'est-ce qu'on fait? Bah, je veux mon appartement. Voilà. Donc après, c'est à nous aussi de faire de la pédagogie. C'est pour ça que moi, je m'engage et je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur des listes. Il faut dire aux gens de s'engager. Voilà. L'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Une fois qu'on a le pouvoir, on dit. Mais l'esprit sécuritaire, on l'a Merci. Oui, Cédric, tu voulais dire quelque chose? Attention, moi je dis pas, bien sûr, c'est un sujet. Mais il faut l'englober. organisationnel, donc tu es politiquement. Alors, dans la conclusion, qui c'est qui le point Donc moi, j'ai. Merci beaucoup. En tout cas, merci pour l'invitation. Merci. J'ai juste un tout petit mot pour réagir à ce que tu viens de dire. Moi, depuis le temps que je me bats sur ce sujet-là, je me suis rendu compte qu'aller frontalement contre des gens qui sont idéologiquement, pour lesquels la question de la mixité sociale est tellement idéologiquement ancrée, c'est pas efficace d'y aller frontalement. Moi, ce que je pense, la façon dont aujourd'hui j'arrive plutôt à convaincre des gens qui, en face de moi, sont convaincus, c'est de dire, il y a 25 ans, 20 ans en arrière, si la question de la mixité sociale pouvait être entendable à un moment donné où le foncier était pas cher, où les coûts de la construction étaient pas chers, où il y avait 2 fois moins de demandeurs de logements sociaux en attente. On pouvait y croire aux promesses de la mixité sociale, d'intégration, etc. Mais aujourd'hui, tous ces signaux-là sont au rouge. Coût de la construction a explosé, coût du foncier a explosé, 2 fois plus de demandeurs de logements sociaux en attente. Tout ça, c'est au rouge. Donc, c'est plus, ce qui était entendable, c'est plus entendable, exactement. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on peut réussir à leur dire, bon, vous n'êtes pas trompés, on comprend que vous ayez pu penser comme ça partait d'une bonne intention, mais aujourd'hui, on ne peut plus l'entendre devant les faits. Voilà. Et ça, c'est comme ça, tu vois, des mecs comme Vincent Mandel, ils sont un peu coincés, justement, ou tout ça. Mais quand il dit que 70% des Français sont éligibles à un logement social, moi j'étais prof. Donc j'étais dans un logement social il y a longtemps. Ouais, PLS. Oui, j'étais prof. Est-ce que je contribuais à la mixité sociale? Peut-être pas la mixité culturelle, voilà. Mais la mixité sociale. Voilà. Et moi je suis à Gonvelin, il y avait le boucher, il y a le boulanger, il y a l'instit, il y a l'AESH, il y a Mais moi je pense que c'est un faux problème la question de la mixité sociale. C'est une excuse parce que les quartiers aujourd'hui, avec les bâtiments qu'ils ont, rien ne dit que dans le futur, ils accueilleront une population plus variée. Le problème, c'est que les inégalités, ce sont les inégalités qui ont fait que là où il y avait des logements les moins chers, les gens se sont retrouvés concentrés avec les gens les plus fragiles et pas la mixité. Mais ça, c'est pas un problème architectural ni urbain. C'est un problème d'attribution de logements et d'organisation de l'attribution des logements. Alors, attendez, on conclut là, la soirée. Moi, je vais conclure. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup à dire, mais il faut conclure. Le logement social, ça fait partie du parcours aussi résidentiel. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, quand on est pauvre, on n'a pas les moyens. Oui, mais on peut aussi dire qu'on va habiter 45 peut-être ans toute sa qu'après, vie dans un quartier. il ira, je sais pas, il deviendra propriétaire, on n'est pas censé propriétaire, tant mieux, il libérera un appartement. Voilà. Donc ça peut aussi parcours juste. Bon, alors, je pense que vas-y Cédric, parce que là, merci beaucoup en tous les cas pour l'écoute, hein, franchement, et puis pour... Juste dans nos quartiers, dans nos immeubles là qu'ils vont détruire, on a beaucoup de personnes âgées qui sont là depuis 40, 45 ans, qui ne peuvent pas déménager. Un locataire à plus de 60 ans. Est-ce qu'ils sont... Ces gens-là, comment... Bon, on va leur proposer des petits on logements. va pas détruire, on va gagner. Voilà. On va gagner. Bravo, on va pas détruire, moi c'est chez eux. Ça c'est un vrai sujet. Hein. Un titulaire d'un bail sur 3 en QPV à plus de 60 ans. Un titulaire d'un bail sur 3 en QPV à plus de 60 ans. On leur dit oui, vous êtes dans des trop grands apparts. On arrête. Vous n'êtes pas dans des trop grands apparts, c'est pas vrai. Ils sont pas en Il faudra suroccupation. qu'on reprenne. Merci beaucoup. L'occupation réelle, c'est pas vrai. Voilà. Attendez, on écoute Cédric. Vas-y Cédric. Oui, pour ceux qui m'ont pas vu hier, donc je suis Cédric Fardet, donc collab de l'attaché parlementaire d'Abdelkader Lamar. Pour ceux qui m'ont vu hier, donc effectivement vous avez vu que c'était la course avec les flics qui nous couraient après, etc.
Donc vous avez sur les propositions de loi mon contact, et donc continue la même méthode, celle qu'on a eue pour faire la PPL, c'est-à-dire des échanges en permanence entre les collectifs sur le terrain et le cabinet de Kader pour faire remonter les idées. Notamment, on a évoqué très vite par exemple les idées sur les amendements au PLF l'année prochaine, mais comme tu as vu, c'était la coursière avec les flics. Donc on est passé à autre chose. N'hésitez pas à envoyer, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à envoyer soit les documents sur les réalités locales que vous voyez, nos témoignages, soit les témoignages, soit effectivement des idées, voilà, et en plus, pourquoi pas pour caler des rendez-vous. Voilà, voilà. Alors est-ce que vous avez, excusez-moi, est-ce que vous avez tous mis vos noms pour qu'on puisse vous envoyer les pétitions, parce que là il va falloir aller...